En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir le philosophe Marcel Gauchet et l'avocat Hervé Léman. Marcel Gauchet est l'auteur d'un essai passionnant, Le nœud démocratique aux origines de la crise néolibérale, qui vient de paraître chez Gallimard. Hervé Léman a aussi signé plusieurs livres passionnants consacrés à la justice. On peut citer notamment le procès Fillon en 2018 ou encore plus récemment Soyez partiaux, itinéraire de la gauche judiciaire. C'est aux éditions du CERF. Ce matin, alors que nous attendons toujours un nouveau gouvernement, nous parlerons avec eux du lien entre justice et démocratie. Nous évoquerons notamment la condamnation de Nicolas Sarkozy, un ancien président de la République condamné à 3 ans de prison, dont 1 ferme. Est-ce une victoire pour la démocratie ou le triomphe du gouvernement des juges? Comment expliquer l'opposition de plus en plus marquée entre l'état de droit et la souveraineté populaire? Cette opposition nourrit-elle la crise de la démocratie? Comment trancher le nœud démocratique? Tout de suite les réponses de Marcel Gauchet et Hervé Léman en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Hervé Léman, Marcel Gauchet, bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir ce matin pour discuter de la crise politique que nous traversons. Une crise politique liée notamment aussi à la question de l'état de droit, à la question de la justice, avec cette actualité de la semaine, la condamnation d'un ancien président de la République à 3 ans de prison, dont 1 ferme à exécuter sous bracelet électronique pour pacte de corruption. Marcel Gauchet, vous avez eu récemment cette phrase, cette formule: après avoir lutté contre les abus de pouvoir, nous voilà aux prises avec des abus de droit. Est-ce que vous qualifieriez cette condamnation d'abus de droit? Oui, je crois qu'on peut aller jusque-là. Comme toujours, les juges sont des gens très habiles. Ils ont en plus l'abri de la technicité du droit qui fait qu'on peut toujours estimer qu'ils ne font qu'appliquer des textes qui sont au-dessus de leur pouvoir. Mais le pouvoir d'interprétation des juges, on le constate très bien dans le contexte actuel, s'étend à ce point que il ne parvient plus à dissimuler l'arbitraire. Il faut employer le mot majeur, qui est un mot de notre tradition politique, que peut recouvrir cette liberté d'interprétation, fût-elle soigneusement cachée dans les plis de la technicité juridique devant laquelle nous sommes tentés de nous incliner. Dans le cas précis, les faits qui sont incriminés, les faits reprochés à Nicolas Sarkozy paraissent tout de même extrêmement fragiles du point de vue de l'ampleur de la condamnation qui lui est adressée quand on regarde par ailleurs ce qu'on peut bien appeler le laxisme judiciaire sur toute une série de faits pourtant très graves. Et il est clair qu'il s'agit d'une espèce de guérilla. Il y a 2 enjeux dans ce procès. D'une part, il y a une sorte de guérilla personnelle entre le corps judiciaire et Nicolas Sarkozy qui remonte aux réformes qu'il a introduites dans ce domaine. Et puis, il y a un enjeu de fond qui est la volonté de l'autorité judiciaire, puisque c'est ainsi qu'elle est qualifiée dans la Constitution française, de marquer sa réalité comme pouvoir en s'en prenant à un ancien président de la République. Il y a un enjeu symbolique qui n'a certainement pas échappé aux juges très avertis de la Cour de cassation et qui couronne d'une certaine manière l'ascension du pouvoir judiciaire au travers de la pénalisation de la vie politique. Hervé Léman, vous avez suivi ce procès. Est-ce que vous partagez le constat de Marcel Gauchet? Est-ce qu'on peut parler d'arbitraire? Peut-être d'abord rappeler les faits, rappeler comment cette affaire a éclaté, comment ce procès a été mené, et ensuite sur la question de la dureté de la peine qui a surpris certains observateurs aguerris de la justice. Oui, je partage tout à fait l'avis de Marcel Gauchet. Il faut en effet se rappeler que le début de l'affaire, c'est un moment où François
Hollande a l'intelligence de créer le parquet national financier, dont les premières priorités vont être de s'attaquer aux leaders de ce qu'étaient à l'époque les leaders de l'opposition, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy d'un côté et Fillon de l'autre. Et les deux vont finalement succomber sous les coups du parquet national financier. La condamnation de Nicolas Sarkozy dans cette affaire, c'est la conséquence de cette stratégie qui a été adoptée à ce moment-là. Et c'est une affaire qui laisse un goût très amer dans la bouche, parce que l'affaire en elle-même est complètement cloche-merlesque, elle est dérisoire. Vous pouvez nous rappeler ce qu'on lui reproche exactement? Tout à fait. On reproche à Nicolas Sarkozy d'avoir eu une discussion avec son avocat, qui lui-même avait une discussion avec un magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert. Et au cours de ces discussions, il a été envisagé que Gilbert Azibert intervienne auprès de la Cour de cassation pour l'affaire des agendas de Nicolas Sarkozy, ce qui était en soi pas une affaire elle-même déjà, et qu'en échange, Nicolas Sarkozy interviendrait auprès du prince de Monaco pour un poste pour Gilbert Azibert. Sauf que ces conversations n'ont été suivies de rien. Il ne s'est rien passé. Et on vous dit, c'est très grave, c'est une corruption, 3 ans de prison, plus d'échéance des droits civiques, enfin... Nicolas Sarkozy n'a même plus le droit de voter. Enfin, voilà, c'est très grave. Alors qu'en fait, il s'agit de conversations téléphoniques qui n'ont pas été suivies des faits. Voilà. Le principe même d'écouter un avocat et son client, est-ce que c'est quelque chose d'inédit, quelque chose qui se pratique habituellement? Bien sûr que non. C'est extrêmement grave. Hein. C'est-à-dire que dans cette obsession, à cette époque je dirais de la chasse au Sarkozy. On est allé utiliser toutes les armes qui sont normalement utilisées contre la grande délinquance, le terrorisme, les trafics de drogue. On a d'abord mis sous écoute téléphonique pendant 8 mois Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, leader de l'opposition à l'époque. Il est pendant 8 mois sous écoute téléphonique. Toutes ces conversations privées, politiques, sont enregistrées et se retrouvent sur le bureau de la garde de l'Esso de l'époque, Christiane Taubira, qui va même un jour se vanter de ne pas avoir eu connaissance de ses écoutes tout en les brandissant. Donc c'est montrer la duplicité et le lien dans cette affaire très pervers entre la justice et le pouvoir politique de l'époque. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est très rare. Dans quelle démocratie mettons sous écoute téléphonique pendant 8 mois un leader de l'opposition? Ailleurs, on appelle ça un Watergate, je crois. Mais chez nous, on dit non, c'est normal, le président ne doit pas être au-dessus des lois. L'ancien président ne doit pas être au-dessus des lois. Le deuxième point qui est encore plus choquant, si je puis dire, c'est que ces écoutes vont se focaliser à un moment sur les écoutes entre Nicolas Sarkozy et son avocat. Et ça, c'est quand même insensé. Comment peut-on admettre qu'on écoute les conversations téléphoniques entre un avocat et son client? Ça a suscité à l'époque une bronca des avocats. Hein. La conférence des bâtonniers de France a demandé à être reçue par le président de la République, qui était donc François Hollande, qui les a reçus, puis a dit quelques bonnes paroles, mais c'est pour dire l'émotion. Et c'est quand même grave aussi. Dans quel pays on écoute les conversations entre un avocat et son client? Le troisième point, c'est ce qui va donner lieu à l'affaire... c'est dans le cadre de cette affaire, c'est que comme le parquet national financier soupçonne que Nicolas Sarkozy aurait pu être renseigné sur le fait qu'il était sur écoute, ce qui aurait justifié le fait qu'il n'aille pas au-delà de simples conversations, hypothèse hypothétique, si vous me permettez, on va aller faire ce qu'on appelle les fadettes. Et c'est l'affaire suivante. On arrive à Dupond-Moretti par ce biais. L'affaire des fadettes des avocats, c'est-à-dire que le parquet national financier va demander à la police d'aller examiner les factures téléphoniques d'un certain nombre d'avocats pour voir qui ils ont appelé, quand, à quelle heure, et est-ce que ça ne permettrait pas de montrer que... Voilà. Et là, à nouveau, c'est un troisième scandale. Comment peut-on imaginer que dans notre pays, on examine les factures téléphoniques détaillées des avocats pour savoir qui ils appellent? Petite cerise sur le gâteau, outre les avocats, on avait fait la même chose pour le juge Van Ruymbeck. Parce que le parquet national financier soupçonnait le juge Van Ruymbeck d'être
favorable à Nicolas Sarkozy, ce qui est assez cocasse. Et donc peut-être que ce serait lui, le juge Van Riebeeck, qui aurait été la taupe, qui aurait renseigné Nicolas Sarkozy, ce qui fait qu'on a fait ces fadettes également, et que, évidemment... le juge Van Riebeeck à l'époque s'en est offusqué et a dit mais c'est insensé de faire ça à des juges et à des avocats. Donc voilà, cette affaire c'est ça quand même, c'est tout ça. Et c'est pour tous ces éléments-là que la Cour de cassation vient dire c'est pas grave, il y a pas de problème, je valide tout. Tout est validé, tout est pardonné, comme disait je ne sais plus qui, tout est validé et la condamnation doit s'exécuter. Donc c'est vraiment une affaire qui est assez pénible sur le plan des principes démocratiques, sur le plan des principes des libertés individuelles. Un État s'honore de la manière dont il se comporte vis-à-vis de ses libertés, des droits de la défense et des droits de l'opposition. Marcel Gauchet, au-delà de l'affaire elle-même, vous expliquiez que ça traduisait aussi une montée en puissance du pouvoir judiciaire. Est-ce qu'aujourd'hui le pouvoir judiciaire est simplement un contre-pouvoir ou est-ce que c'est un pouvoir politique et peut-être l'un des pouvoirs majeurs dans l'organisation de notre vie politique ? Alors, faisons très attention aux mots. Ce n'est pas un pouvoir de décision politique, c'est un pouvoir d'empêchement. C'est un pouvoir d'interdiction. Par exemple, en l'occurrence, mettre hors jeu Nicolas Sarkozy et montrer que le pouvoir judiciaire ne connaît pas de limite. Il y avait un respect traditionnel qui s'attachait aux anciens responsables publics. Le pouvoir juridique ici affirme, et c'est ce qui est applaudi par une partie de l'opinion, même un président de la République est sous la loi et un ancien président en tout cas, et se trouver compromis par des décisions de justice. La loi est la même pour tous, c'est une manière d'affirmer cela. C'est derrière cet alibi en fait, que s'avance la Cour de cassation pour affirmer sa liberté, qui n'a pas de limite, en fait. Alors, donc, le pouvoir judiciaire, puisqu'il faut l'appeler bien désormais comme ça, en dépit du fait qu'il n'est pas nommé de la sorte dans la Constitution, le pouvoir judiciaire reste un contre-pouvoir. Mais ça peut devenir un contre-pouvoir majeur, un contre-pouvoir d'empêchement qui a un effet extrêmement important sur le processus politique. C'est ce qu'on avait vu quand même avec l'élimination de François Fillon de fait de la compétition en 2017 qui a permis à Emmanuel Macron de se faire élire. Donc avec l'empêchement, vous pouvez produire des effets politiques majeurs. Justement, on parlera après une courte pause du procès Fillon. Hervé Léman y a consacré un livre. On parlera aussi, vous dites c'est un pouvoir d'empêchement, mais je vous poserai la question après la pause. Est-ce que par les jurisprudences, la justice n'est pas aussi en train d'écrire la loi? C'est une autre question si on élargit la focale, mais on en parle sur Sud Radio après une courte pause en toute vérité. A tout de suite Marcel Gauchet et Hervé Léman. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Marcel Gauchet et Hervé Léman. On discute de la crise de la démocratie, mais aussi du lien entre justice et démocratie et de cette actualité de la semaine, la condamnation de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy à 3 ans de prison, dont un ferme. Hervé Léman, avant la pause, Marcel Gauchet nous disait finalement que l'affaire Nicolas Sarkozy se situait dans la continuité du procès Fillon et que les deux avaient un impact sur la démocratie, puisque effectivement l'affaire Fillon en pleine campagne présidentielle a peut-être changé le cours de l'histoire politique française. Et là, certes, le président de la République est retiré, mais enfin ça aurait pu être un recours. Donc il y a une volonté, vous pensez, des juges d'éliminer certains personnages politiques du paysage?
Alors dans le cas de Nicolas Sarkozy et de François Fillon, certainement, mais c'est vrai que ça a donné des idées, je dirais, et une forme d'habitude qui est que les juges considèrent que il faut être très ferme avec les responsables politiques, et vous voyez les affaires qui concernent les responsables politiques de tout niveau d'ailleurs, qui se multiplient. On a quand même aujourd'hui une situation hallucinante où nous avons le Premier ministre en fonction qui est au milieu d'une procédure pénale de détournement de fonds publics, 3 fois rien, le secrétaire général de l'Élysée qui est poursuivi pour prise illégale d'intérêt, la ministre de la Culture, la principale leader de l'opposition. Enfin, vous avez toute une partie de ce qu'on appelle la classe politique qui est sous le coup de procédure judiciaire, avec des risques à chaque fois d'inéligibilité, puisque les juges ont inauguré depuis très peu, depuis à peu près 1 an, l'idée de dire que quand le tribunal condamne, il prononce une éligibilité avec exécution provisoire, c'est-à-dire que même si les personnes font appel, eh bien, elles sont démissionnées d'office de leur mandat. C'est le cas du maire de Toulon, qui a été démissionné d'office de son mandat parce qu'il était allé déjeuner à la cantine. Dans le cas de l'affaire Le Pen, vous pensez que l'exécution provisoire peut être prononcée ? Je pense que c'est très possible, parce que on va vous dire, maintenant c'est comme ça. Il faut être la loi prévoit l'inéligibilité, et puis l'exécution provisoire c'est prévu également, et puis c'est une affaire ancienne, donc c'est tout à fait possible que cette exécution provisoire soit prononcée, ce qui serait à la fois une entorse au principe du recours effectif. C'est-à-dire que à quoi sert l'appel si la condamnation est prononcée, si la prononcée est exécutée, d'une part, et en même temps ce qui sera un nouveau séisme politique considérable. C'est vrai que la mise en examen de François Fillon a changé le sort de l'élection présidentielle avec l'élection de Macron. Ça a changé l'histoire de France quand même. L'inéligibilité de Marine Le Pen aux prochaines élections présidentielles changerait probablement, je ne sais pas comment, mais changerait probablement également le sort de l'histoire de France. Et donc ce sont quand même des responsabilités très très lourdes que prennent les juges en mettant les mains comme ça dans le politique. Marcel Gauchet, on passe d'une affaire à l'autre, l'affaire Nicolas Sarkozy à l'affaire Marine Le Pen. Effectivement, si la candidate de l'opposition favorite, si l'on en croit les sondages à l'élection présidentielle, était éliminée, quel impact sur la démocratie ? Ce serait un séisme démocratique ? Ce serait d'autant plus un séisme démocratique que ça viendrait confirmer une sorte d'attitude de l'establishment, enfin de la France officielle à l'égard d'un courant politique qui à la fois dispose maintenant d'une audience considérable dans le pays, mais qui est interdit d'une certaine manière de pouvoir politique. On accepte que les gens votent pour lui, le Rassemblement national n'est pas interdit, mais il est interdit d'effectivité politique, interdit de pouvoir, et donc une décision d'inéligibilité envers Marine Le Pen aboutirait à confirmer le fait qu'il y a dans ce pays une capacité des élites d'empêcher la possibilité même de Marine Le Pen de comparaître devant le suffrage. Je pense je reviens sur le fond, cette idée d'exécution provisoire qui a une sorte de légitimité technique quand il s'agit de délinquants avérés qui peuvent continuer à exercer leurs méfaits, est une monstruosité dans le champ politique. En quoi l'exécution provisoire dans le cas du procès de Marine Le Pen engendrerait-il un risque que Marine Le Pen continue à exécuter les actes qui lui sont reprochés? C'est une absurdité intellectuelle et c'est une monstruosité juridique. Je crois que je ne comprends même pas d'ailleurs que le milieu professionnel des juristes ne s'élève pas contre l'absurdité de cette disposition qui relève vraiment, alors là, du parfait arbitraire, parce qu'elle contredit le sens commun
quand il s'agit de poursuivre des délits et qui annule le sens même de cette disposition fondamentale du droit qu'est l'appel. C'est invraisemblable d'une certaine manière, et je crois que ça, dans le cas, plus encore dans le cas de Marine Le Pen que ce ne fut le cas dans le procès Fillon, l'impact politique, c'est-à-dire le droit que se confère la justice pour des motifs en plus qu'on peut beaucoup discuter, de sélectionner les candidats qui sont présentables devant les électeurs, on aboutit à une impasse, et je pense que ça serait même, si ça doit avoir lieu, je pense que ça sera un tournant dans l'histoire politique du pays. Il est impossible que ça passe sans provoquer un séisme d'une manière ou d'une autre. Marcel Gauchet, justement, quand on prend de la hauteur, au-delà de ces affaires, ce qu'on voit, c'est monter une forme de conflit entre la souveraineté populaire et l'état de droit. Aujourd'hui, l'état de droit confisque-t-il une partie de la souveraineté populaire ? Alors, il y a différents visages de l'état de droit. Toute la difficulté, là, c'est une notion élastique qui a une histoire, une notion qui s'est enrichie au fil du temps et qui prend dans la période récente une signification tout à fait différente de ce qu'elle a été dans le passé. Il ne faut pas s'en prendre à l'état de droit en tant que tel, il faut s'en prendre à la manière dont il est compris aujourd'hui et comme en fait une manière de censurer la décision politique au nom du droit, et un droit qui n'est pas n'importe lequel, c'est le droit fondamental des individus qui peut s'estimer lésé par une décision majoritaire. Donc, de ce point de vue, les droits individuels, qui sont une part essentielle de la vie démocratique, peut-il s'opposer à une décision majoritaire? Ça devient l'enjeu philosophique, pour ainsi dire, qui est posé dans l'évolution des démocraties. Et à ce titre-là, c'est un nouveau point de contentieux majeur dans la vie démocratique, assurément. Merci Marcel Gauchet, merci Hervé Léman. On poursuit la discussion dans quelques minutes après une nouvelle pause sur Sud Radio. On parle de cette crise de la démocratie, crise politique également. On rappelle qu'on attend toujours un gouvernement, peut-être avant le Noël. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec le philosophe Marcel Gauchet, l'avocat Hervé Léman. Nous évoquons la crise de la démocratie, le lien entre cette crise et la justice de plus en plus politique. Hervé Léman, vous avez écrit plusieurs livres sur la justice. On a évoqué déjà le procès Fillon aux éditions du CERF, mais vous avez également écrit un livre qui s'intitule « Soyez partiaux ». Est-ce que l'un des problèmes justement de la justice aujourd'hui, c'est la partialité ? Oui. Au-delà des affaires purement politique, on a parlé de Sarkozy, de Marine Le Pen, mais cette partialité, est-ce qu'on la retrouve sur d'autres types d'affaires et avec, je dirais, on a constaté l'extrême sévérité des peines pour les puissants, mais avec au contraire finalement une forme de laxisme judiciaire que beaucoup dénoncent sur d'autres affaires, notamment celle de violences quotidiennes. Oui, certainement. Ce qui a changé au cours du dernier demi-siècle, c'est que les juges sont devenus indépendants, ce qu'ils n'étaient pas avant, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément impartiaux. Alors, la plupart des juges sont impartiaux ou s'efforcent de l'être le maximum, mais il y a au sein de la magistrature un noyau dur, je dirais, qui est celui du syndicat de la magistrature, et qui a un projet politique. Le syndicat de la magistrature, ce n'est plus un syndicat, c'est un parti politique, puisqu'il a un projet de société et qu'il agit pour ce projet de société. Et ce projet de société, c'est une société sans capitalisme, sans prison, sans frontières. Et c'est ce que vous retrouvez ensuite dans cette pratique, quand on se dit tiens, mais pourquoi est-ce que sur l'immigration, la justice est aussi molle? Pourquoi sur la délinquance
traditionnelle, la justice est aussi molle, eh bien ça correspond à cette philosophie. Et c'est soyez partiaux. Soyez partiaux, c'est ce qu'on a appelé la harangue de Baudot, c'est le texte d'un des fondateurs du syndicat de la magistrature, qui dit aux juges, soyez partiaux, choisissez systématiquement l'ouvrier contre le patron, le délinquant contre le policier, la femme contre le mari, le pauvre contre le riche, etc. Et c'est effectivement une philosophie judiciaire, si je puis dire, et qui irrigue toute la justice, même si ça ne correspond pas à la pensée de la plupart des magistrats, mais ça correspond, je dis, à la pensée d'un noyau dur, structuré idéologiquement, organisé, qui arrive au poste de responsabilité quand la gauche est au pouvoir, et qui amène une évolution de la justice telle qu'on la constate aujourd'hui. Marcel Gauchet, cette partialité, elle a des conséquences politiques. Est-ce qu'elle réduit de plus en plus les hommes politiques à une forme d'impuissance? On voit que sur la question de l'immigration, sur des questions de sécurité, certaines décisions de justice réduisent à néant finalement certaines lois votées au Parlement. Oui, certainement. Je voudrais juste souligner, avant de répondre à votre question, la gravité du phénomène que vient de pointer Hervé Lehmann. C'est l'insécurité juridique pour les gens qui ont affaire à la justice. Vous ne savez pas sur qui vous allez tomber. Vous pouvez penser, il y a un aléa considérable compte tenu de la position qui est la vôtre dans la société, de savoir par qui vous allez être jugé. Je pense que va de pair avec l'idée de la loi, l'idée de la constance, de la régularité du processus juridique qui fait que quel que soit idéalement le tribunal devant lequel vous allez paraître, vous avez affaire à la même décision. Eh bien, ce n'est plus le cas. Et je pense que le syndicat de la magistrature en France a fondamentalement altéré l'image sociale que dans un univers démocratique on est appelé à se faire de la justice. Il faut, au fond, il y a une sorte on doit établir un principe nouveau, si je puis dire, c'est la possibilité pour les justiciables de récuser tel ou tel juge au motif de ses opinions bien connues et de son adhésion à un courant idéologique qui menace l'intégrité du processus juridique. C'est très très grave du point de vue de l'idée même de la justice. Bon, j'en reviens à votre question principale. Je crois que, surtout, le phénomène joue dans un sens très précis, qui est l'intimidation du personnel politique. Ils n'osent tout simplement pas aborder toute une série de questions de peur de se trouver mis en défaut par le barrage de la loi. Donc, le législateur est empêché par la manière dont, devant le Conseil constitutionnel principalement, mais devant le Conseil d'État, puis devant des tribunaux ordinaires, toute mesure d'un certain type risque d'être ou invalidée ou ramenée à sa plus simple expression et vidée de sa substance. Je crois que c'est de cette façon que l'évolution de la justice participe d'une certaine inhibition du pouvoir politique, plus encore que par les mesures concrètes qu'elle est appelée à prendre sur tel ou tel texte. Je crois qu'il y a une sorte d'émission presque du personnel politique devant un pouvoir judiciaire qui est perçu comme un point d'arrêt contre lequel il est très difficile d'aller et qu'il vaut mieux purement et simplement contourner. Hervé Lehmann, Marcel Gauchet, avant de répondre à ma question, a expliqué que le problème de la partialité des juges était un immense problème qui faisait peser le discrédit sur la justice. Il y a beaucoup effectivement, face à la défiance de plus en plus grande, tous les sondages montrent que les Français ont de moins en moins confiance en la justice. Il y a des solutions qui sont évoquées. Certains pensent à une élection des
juges, d'autres s'interrogent. Pourquoi il n'y a pas une forme de justice, de la justice comme il existe une police des polices? Quelles peuvent être les solutions pour remédier à ce problème de partialité de la justice, qui est peut-être le véritable problème? On parle toujours d'indépendance de la justice, elle l'est aujourd'hui, mais l'impartialité de la justice est peut-être le nœud, je dirais, du problème. Et quelles sont les solutions politiques face à cela? Oui, je crois que le problème fondamental, c'est en effet celui du syndicat de la magistrature. Et on est un peu coincé, parce que quand on vient dire il ne devrait pas y avoir de syndicat de la magistrature, on vous dit ah là là, mais vous êtes un dangereux réactionnaire qui lutte contre le droit syndical, c'est un droit fondamental, etc., etc. Or, nous ne sommes pas dans cette situation. Les magistrats, ce ne sont pas des travailleurs qui, et leurs syndicats ne défendent pas des intérêts de travailleurs contre un employeur. C'est pas ça. Le syndicat de la magistrature, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, un parti politique qui veut mener une politique et qui la traduit dans ses décisions judiciaires. Alors vous avez quelquefois des interlocuteurs du syndicat de la magistrature qui disent « Ah, mais quand on entre dans la salle de délibéré, on a notre robe et donc on a laissé nos idées au vestiaire. » Ça, moi, je n'y crois pas. Et d'ailleurs, quelque part, c'est presque leur faire injure que de dire que quand ils entrent dans la salle de délibéré, ils abandonnent leurs convictions. Un juge qui considère que, quoi qu'il arrive, un étranger ne doit pas être expulsé. Il y en a un certain nombre qui pensent ça. Quoi qu'il arrive, un étranger ne doit pas être expulsé. Il garde cette conviction quand il décide si on va garder dans un centre de rétention quelqu'un qui a une QTF ou pas. Donc ça, je crois que c'est un problème important. L'autre point, c'est quand même, on rebondit sur l'état de droit, c'est de dire quand même que le premier point de l'état de droit, qui est dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, c'est que la loi, c'est pas les juges qui font la loi. L'état de droit, c'est que la loi, elle est faite par le peuple, soit par référendum, soit par ses représentants, c'est-à-dire le Parlement. Et la dérive qui consiste à dire non, ce n'est plus le Parlement qui fait la loi. Et d'ailleurs, ça ne doit pas être le peuple non plus. Vous voyez comme Laurent Fabius se précipite sur les plateaux de télévision dès qu'on parle d'un référendum sur l'immigration pour dire surtout pas. Ce serait illégal de faire un référendum sur l'immigration. Il faut surtout pas que les Français aient la parole sur cette question qui les concerne pas. Je crois qu'il faut dire que quand on est attaché à l'état de droit, comme nous, le premier point de l'état de droit, c'est que c'est le peuple qui exprime sa volonté par le référendum ou par la voix de ses représentants. Et que le juge. Moi, j'ai été juge dans ma jeunesse. Oui, j'ai oublié de le préciser, mais c'est quand même intéressant de le rappeler. Voilà, j'ai été juge pendant 10 ans. Pourquoi est-ce que j'ai été juge? Parce que j'ai réussi un concours juridique. Point. J'aurais pu passer le concours, j'aurais pu passer l'internat, enfin je sais pas si j'aurais sûrement pas réussi, mais j'aurais pu passer l'internat, je serais devenu médecin. J'ai passé le concours de la magistrature, je suis devenu juge. Quelle légitimité ça me donne pour dire non, je n'appliquerai pas la loi votée par le Parlement? Alors, ça, c'est un problème qui est la justice est la bouche de la loi, rien de plus. Exactement. Mais alors, ma question était concrète. On va y revenir, notamment avec Marcel Blocher, parce que je crois que c'est un point très important dans la crise de la démocratie. Quand le peuple, justement, son pouvoir est confisqué, ça crée effectivement une réaction populiste, entre guillemets. C'est ce dont on parlera avec Marcel Blocher. Mais là, ma question était, on a l'impression, d'ailleurs je ne sais pas si c'est le cas, vous allez me le dire ou pas, que parfois il y a des décisions de justice qui apparaissent évidemment contestables et que les juges n'ont de compte à rendre à personne. Ou par exemple dans le cas de la récidive, des gens qui sont libérés avant d'avoir exécuté leur peine, qui vont recommettre un délit, jamais on demande de compte aux juges. Comment on pourrait faire pour régler ce problème-là? Et vous évoquiez le problème du fait que vous aviez passé un concours, que ça ne vous donnait pas effectivement le droit de d'écrire la loi. En quelque sorte, comment on fait pour changer aussi la sociologie des juges? Parce qu'il y a le concours, mais il y a le fait effectivement qu'ils viennent avec leurs idées. Alors on peut supprimer le syndicat de la magistrature, mais ils conserveront quand même leurs idées. Donc comment on fait pour contrôler tout ça et changer en profondeur la justice? J'évoquais la piste de l'élection des juges. Est-ce que c'en est une? Est-ce qu'il faut créer une sorte d'ARCOM
de la justice, je n'en sais rien, d'autorité indépendante de régulation, dans quelque sorte. Est-ce que vous avez des pistes ? Oui, moi je ne crois pas beaucoup à l'élection parce que ça pose beaucoup de problèmes qu'on n'a pas le temps d'aborder là, mais je n'y crois pas. En revanche, effectivement, le point, il y a la question, je viens de la dire, celle de la légitimité. Quelle est la légitimité du juge ? Mais il y a un deuxième point qui est le contrepoint, si je puis dire, la contrepartie de la légitimité, c'est la responsabilité. Je veux dire, le responsable politique, il est responsable parce que les électeurs peuvent le désavouer. Ensuite, peuvent voter contre lui, ne pas le réélire. Voilà. Donc il y a une responsabilité. Quelle est la responsabilité du juge ? Eh bien, nous avons un système dans lequel il y a une responsabilité théorique, c'est-à-dire que les textes prévoient la possibilité d'engager des poursuites contre des magistrats, mais ce mécanisme ne fonctionne pas, puisqu'il n'aboutit quasiment jamais. Sauf vraiment quand vous avez des comportements... je dirais, de délinquants. Je veux dire, un magistrat qui a un comportement d'agression sexuelle, de vol, bon voilà. Mais en dehors de cela, lorsqu'il y a des fautes professionnelles graves, cela n'aboutit jamais. Parce que vous avez un conseil supérieur de la magistrature qui est une sorte d'ARCOM, mais qui est tellement corporatiste et composé en très large partie de représentants des syndicats de magistrats, qu'il n'y a jamais de véritables sanctions. On l'a vu dans l'affaire Dupond-Moretti. Vous avez l'ancien procureur national financier qui est poursuivi devant le conseil supérieur de la magistrature pour des faits de harcèlement moral dans son parquet, et vous avez le Conseil supérieur de la magistrature qui répond c'est un manquement déontologique, mais ça ne constitue pas une faute professionnelle, donc pas de sanction. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a là un corporatisme flamboyant qui fait qu'il n'y a pas de sanction et pas de responsabilité. Et à chaque fois que vous avez un responsable politique qui dit mais il faut avancer sur la responsabilité des magistrats, vous avez une levée de bouclier. Et donc le ministre de la Justice qui osera s'attaquer à cela. D'ailleurs, pour en revenir à Nicolas Sarkozy, est-ce que c'est pas ça qui paie parce que il a été un des hommes politiques à s'attaquer justement à la responsabilité des... Est-ce qu'il y a une forme de vengeance ? Oui, je pense, bien sûr. C'est pas ce qu'on reproche à Nicolas Sarkozy, c'est pas sa phrase sur les magistrats, c'est comme des petits pois. C'est pas très malin comme phrase, mais à la limite c'est pas fondamental. Non, le crime de Nicolas Sarkozy, ça a été de dire que les juges étaient trop laxistes et de dire qu'il fallait supprimer le juge d'instruction. Donc ça, les magistrats ne lui ont pas pardonné. Ils l'ont dit, écrit et répété à l'époque, et c'est certainement pas neutre dans ce qui lui arrive maintenant. Merci Hervé Léman, merci Marcel Gauchet. On se retrouve après une courte pause, c'est la dernière partie de cette émission. En toute vérité, ça continue dans quelques minutes avec Marcel Gauchet et Hervé Léman. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Hervé Léman, avocat, essayiste, auteur de nombreux livres sur la justice. Soyez partiaux aux éditions du CERF, le procès Fillon. Où nous sommes également avec Marcel Gauchet, auteur du Nœud démocratique qui vient de paraître chez Gallimard. Marcel Gauchet, durant cette émission, on discute du lien entre justice et démocratie. Votre livre, Le Nœud démocratique, montre finalement des démocraties de plus en plus difficilement gouvernables, et on est en plein dedans. On attend toujours un gouvernement avec une montée de ce qu'on appelle aujourd'hui les partis populistes. Est-ce que cette montée du populisme est aussi une réaction à une forme de dépossession démocratique liée à l'abus de droit que vous dénoncez, que vous avez dénoncé en début d'émission et que vous dénoncez dans votre livre, ou que vous analysez du moins? À coup sûr, le phénomène qu'on appelle populiste, faute d'un meilleur mot, mais après tout, il dit quelque chose. Populisme parce que souveraineté du peuple, tout simplement. Et parce que, accessoirement, on voit bien que ça correspond, d'autre part, à une division sociale entre des élites devenues, pour une part importante, indifférentes au sort commun, et qui vivent dans une autre
autre dimension, qui est la dimension mondiale par rapport à des gens qui sont confinés dans un espace national, voire plus étroit encore, où leur capacité d'action est très limitée. Donc, populisme va pour populisme. Oui, le populisme est un phénomène réactif, fondamentalement par rapport à une évolution du monde qui va contre les intérêts, la sécurité matérielle du plus grand nombre, en fait. Mais aussi, vous avez raison d'introduire cette dimension devant une compréhension de la nature de nos régimes, où cette dimension de capacité de décision collective, qui est l'essence de la démocratie, est ignorée au profit du règne inconditionnel des droits personnels et des droits, ce qu'on appelle maintenant les droits fondamentaux des individus. Mais s'il n'y a que des droits individuels, comment peut-on faire une décision collective? Au fond, c'est à cette simple proposition que se ramène le dilemme actuel de la vie démocratique. S'il n'y a que des individus, où sont les peuples? Or, la capacité de faire peuple, de faire nation, est ce qui est en question dans l'évolution de nos régimes, et c'est la question à laquelle les démocraties vont devoir répondre. Car on voit bien que malgré tout, cette question ne cesse de monter en importance, en centralité, devient la question politique par excellence, et il va bien falloir s'efforcer de la résoudre là. Sinon, la situation française d'aujourd'hui est exemplaire. Faute d'intégrer cette dimension dans la vie publique, eh bien, il n'y a plus de gouvernement possible. Ce qui est l'originalité du moment que nous vivons en France aujourd'hui, c'est la pression suffisamment grande du Rassemblement national à la faveur des dernières élections pour rendre impossible toute décision gouvernementale à l'intérieur de l'espace habituel des partis. Ça ne peut plus fonctionner. Donc, il est temps peut-être de se poser la question de la manière de résoudre les problèmes que soulève l'existence même du populisme. Marcel Gauchet, dans votre livre, vous expliquez, et dans plusieurs de vos livres, vous montrez la tendance des démocraties à aller toujours plus loin dans l'extension des droits individuels ou fondamentaux, jusqu'au stade où vous l'expliquiez, où s'il n'y a plus que des libertés individuelles et des droits fondamentaux, il n'y a quasiment plus de société et de peuple. Cette tendance, c'est une tendance qui a été portée uniquement, je dirais, par une certaine élite, par justement les juges, ou c'est aussi une tendance profonde de la société, en réalité, l'atomisation des peuples, l'atomisation des structures qui autrefois étaient des cadres communs qui permettaient de faire tenir la société. Oui, vous posez bien le problème. C'est une évolution fondamentale des sociétés. C'est pas simplement une perversion qui aurait été sécrétée par des élites qui ne comprennent plus la vie sociale. Non, c'est un mouvement fondamental. Nous vivons dans un nouveau monde. Depuis 50 ans, nous sommes passés dans quelque chose qui bouleverse complètement la façon dont nous nous représentions la vie collective. D'un côté, l'ouverture sur le monde, ce qu'on appelle la mondialisation. De l'autre côté, en bas, l'individualisation radicale. L'individualisation radicale, donc, qui va, par exemple, jusqu'à ce qu'on observe couramment aujourd'hui, la dissolution de la famille comme structure de base de la société. Au fond, il n'y a plus de famille, au sens traditionnel du mot, comme une institution. Il y a des couples qui font des enfants. D'ailleurs, vous le remarquerez, majoritairement aujourd'hui, en dehors même des liens du mariage. C'est très frappant. On est dans un monde de liberté privée où la dimension publique s'estompe. Donc, c'est l'histoire de la démocratie, c'est la réponse par le processus démocratique à des évolutions sociales fondamentales. C'est celle-là qu'il nous faut aujourd'hui mettre sur le tapis pour envisager comment, néanmoins, parce que en dépit de cette liberté personnelle que chacun d'entre nous exploite à son bénéfice, et c'est tout à fait normal, comment, en dépit de cette évolution et au travers d'elle, il s'agit de refaire une organisation politique qui permet de décider sur le sort commun. C'est un nouveau défi
défi pour les démocraties qui arrivent de façon très confuse à l'agenda et qu'il s'agit d'expliciter et qu'il s'agit d'affronter pour elles-mêmes. Hervé Léman, sur cette évolution de la société, la focalisation sur les droits individuels, est-ce que c'est pas ça aussi qui explique l'évolution de la justice? Est-ce qu'on n'a pas tout simplement des magistrats qui ne jugent plus en fonction de l'intérêt général, mais qui jugent en fonction des libertés fondamentales ou individuelles des uns ou des autres? Oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire Marcel Gauchet. Je le dirais beaucoup moins bien que lui. Je crois que, prenons l'exemple de l'immigration, qui est un exemple intéressant. Vous avez 75% des Français et probablement des Européens qui sont pour stopper cette immigration massive. Sauf que vous avez les élites qui pensent le contraire. Et parmi les élites, il y a les juges. Et vous avez ce qu'on appelle le dialogue des juges, c'est-à-dire la jurisprudence combinée de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de justice de l'Union européenne, qui vient dire que l'on doit donner des allocations familiales aux enfants de familles en séjour irrégulier. Est-ce que c'est à des juges de le dire? Donc combiné de ces deux juridictions, du Conseil constitutionnel, Cour de cassation et Conseil d'État. Et vous avez ce qu'on appelle le dialogue des juges, qui, au nom de l'État de droit, viennent dire sur toutes les règles concernant l'immigration le contraire de ce que pense la majorité des citoyens, et le contraire de ce que vote le Parlement. Donc là, il y a un vrai problème, et en effet, pour l'instant, la porte de sortie des citoyens, c'est le vote populiste. Et sur la vision, la vision du monde, est-ce que ce que je vous expliquais, est-ce qu'on a des magistrats qui sont complètement déconnectés justement de la société en réalité, ou des intérêts de la société en général? On parle beaucoup de l'individualisation des peines. Est-ce que c'est une philosophie peut-être différente d'autrefois, où la justice rendait justice au nom de la société? Alors je ne sais pas, je crois que il y a un phénomène d'engagement idéologique qu'on a décrit tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est un phénomène individualiste, je ne suis pas absolument certain. Je pense qu'il y a une vision de la société, des magistrats du syndicat de la magistrature, qui n'est pas nécessairement individualiste, mais qui est plutôt défendre les principes que je rappelais tout à l'heure, c'est-à-dire pas de prison, pas de lutte contre l'immigration. Et pas de frontières. Et pas de frontières voilà. Également. Pas de prison, pas de frontières. Je pense que c'est plus ça que la question de l'individualisme, qui est tout à fait exact. Je ne dis pas du tout le contraire de ce que dit Marcel Gauchet, mais je pense que c'est un phénomène complémentaire. Marcel Gauchet, Hervé Léman, merci, c'était passionnant. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro dans Toute Vérité. On aura peut-être un gouvernement d'ici là. Merci, à bientôt, et je vous laisse avec les informations.